pour notre deuxième présentation de la soirée. Nous allons accueillir Marie-Lie. Oh, pardon. Frédéric, excuse-moi. Désolée, mon ordre était mélangé. Frédéric réalise une maîtrise de type recherche en psychoéducation. Elle a cumulé plusieurs expériences en recherche, dont un stage d'été en initiation à la recherche, où elle s'est notamment intéressée au rôle protecteur du sentiment d'auto-efficacité. Elle est finaliste de plusieurs prix, félicitations, et va nous parler aujourd'hui de l'anxiété et de l'adolescence, avec notamment l'effet protecteur de ce sentiment d'auto-efficacité. Une bonne main d'applaudissements, s'il vous plaît, pour Frédéric. Bonsoir tout le monde, vous allez bien? Oh mon Dieu, vous êtes vraiment un bon public, merci. En fait, moi, ça va super bien, je suis bien excitée, mais aussi bien stressée d'être sur la scène ce soir. En fait, je me dis stressée parce que comme le montre l'image juste ici, le petit test, ben je me sens encore comme un bébé dans ce monde de recherche parce que je suis à la maîtrise en psychoéducation, profil recherche. Par contre, mon stress ce soir, il n'est pas très grave parce qu'il fait quand même bien avec mon thème qui est l'anxiété. Donc, une question que je me suis intéressée dernièrement, c'était mais comment qu'on fait pour réduire les effets de l'anxiété sur le fonctionnement chez les personnes adolescentes? Et une des stratégies qu'on a vues qui peut fonctionner, en fait, c'est de promouvoir le sentiment d'auto-efficacité. Mais là, avant d'aller plus loin, j'aimerais ça qu'on fasse un exercice ensemble. Là, c'est sûr qu'on voit une montagne qui brûle, mais je vous rassure, ça va bien se passer. Donc, je vous invite à fermer les yeux et penser au droit à l'avortement, à tes finances pour acheter une maison, au fait qu'il pourrait manquer de la bière ce soir au Boc, à Trump, à ta to-do list, au mâle alpha, au fait qu'il pourrait y avoir personne à ma présentation ce soir. Comment ça va maintenant, Sherbrooke? Non, de se dire, oui, je suis venue ce soir pour prendre la bière, pour chiller, pas pour vivre de l'anxiété. Bien, ce que vous venez de vivre, c'est de l'anxiété parce que vous avez potentiellement anticipé que quelque chose pourrait survenir. Pour le stress, on pourrait davantage penser qu'on a un examen à livre ouvert à l'université. On se rend en classe, on ouvre notre sac, mais il n'y a pas de livre. Tu pognes 2 minutes, ça, c'est du stress. Donc, maintenant qu'on a vécu un peu plus ensemble la différence entre l'anxiété et le stress, j'aimerais ça qu'on aille un petit peu plus loin avec les définitions. Donc, il y en a qui vont la réduire, la définition du stress, à quand ils voient un ours dans la forêt. Pour d'autres, c'est plus quand ils voient un homme dans la forêt. Mais bon, je n'irai pas dans cette avenue-là ce soir. Donc, définition du stress, on parle ici d'un système d'alarme interne qui est déclenché face à un danger ou un risque qui est réel, mais c'est quand même relativement rapproché dans le temps. C'est aussi une réaction qui est normale puis qui demande une certaine adaptation au corps, mais quand que c'est bien dosé, bien, ça permet d'améliorer les performances. On voit qu'il y a 3 réponses au stress possibles. Donc, premièrement, de fuir, de combattre et de figer. Donc, par exemple, pour ma part, bien, si je croise une araignée dans mon appartement, mais ma réponse au stress, ça risque de fuir dans une autre pièce et de demander à mon chum d'aller la tuer. Par contre, les coccinelles, c'est un petit peu plus accessible pour moi. Donc, si j'en croise juste dans mon appartement, bien, ma réponse au stress, ça va être de la combattre, malheureusement. Et finalement, bien, si je croise un ours dans la forêt, bien, ma réponse au stress, ça risque davantage de figer. Pour l'anxiété, on parle ici d'un état d'appréhension et d'anticipation face à une situation qui est réelle ou pas, et il y a la présence de pensées anxiogènes, donc des pensées qui sont disproportionnées par rapport à la situation qui est anticipée. Donc, c'est un peu comme la peur d'avoir peur, mais on comprend que ce n'est pas très productif. Donc, par exemple, pour ma part, bien, comme bonne étudiante, bien, je veux avoir des bonnes notes. Mais là, j'ai un examen qui arrive bientôt, genre dans 2 jours, puis j'ai comme vraiment peur d'avoir une mauvaise note. Mais j'ai tout le temps des bonnes notes. Fait que là, je vais étudier parce que j'ai comme peur que quelque chose pourrait arriver. Ben ça, c'est peut-être un peu plus de l'anxiété.
Donc, maintenant que vous êtes des professionnels de la définition de l'anxiété, à main levée, qui n'a jamais vécu d'anxiété? OK, je ne m'attendais pas à ça ce soir. Merci de ton honnêteté. Je t'invite après la présentation qu'on puisse échanger. Je vais essayer peut-être d'identifier les sources d'anxiété. Sinon, peut-être falloir que tu me donnes tes trucs parce que ça a l'air efficace. Là, mais bref, le message ici, c'était surtout pour nommer que c'est beaucoup plus normal de vivre de l'anxiété que de vivre des niveaux qui sont plus problématiques. Donc, une anxiété normative, ça se représente chez une personne de façon occasionnelle et contrôlable. L'entourage comprend les inquiétudes, ça va mobiliser la personne à aller chercher de l'aide, à trouver des solutions. Puis, il y a aussi quelques symptômes physiques, comme un grand classique qui est d'avoir mal au ventre. Pour l'anxiété problématique, on parle de quelque chose de plus constant, d'incontrôlable. L'entourage trouve que la personne, elle exagère. Ça va paralyser la personne, elle va se sentir dépourvue de moyens et il y a plusieurs symptômes physiques importants. Donc, pour l'anxiété problématique, on voit que ça entraîne une certaine souffrance dans la vie de la personne et que ça l'empêche de bien fonctionner au quotidien. Dans une enquête québécoise auprès des personnes adolescentes en ce qui concerne l'anxiété problématique, on a vu une prévalence de 9 % en 2010 et 2011, où est-ce que des professionnels de la santé avaient confirmé que le jeune vivait de l'anxiété problématique, suivi de 17 % en 2016 et 2017 et de 20 % en 2022-2023. Donc, on voit une certaine augmentation dans le temps, d'où l'intérêt de s'y intéresser. Donc, les conséquences d'une anxiété plus problématique, on parle ici de difficultés académiques, sociales, de concentration, de l'évitement, voire de l'isolement social. Et tout ça, ça peut entraîner des impacts sur le fonctionnement chez les personnes adolescentes. Donc, petit rappel de ma question initiale qui était de comment on fait finalement pour réduire les effets de l'anxiété sur le fonctionnement chez les personnes adolescentes. Et ce soir, on m'a demandé d'avoir une approche peut-être un peu plus axée sur les solutions. Et moi, dans le cadre de mon projet de mémoire, je m'intéresse au sentiment d'auto-efficacité. Mais c'est quoi cette bébête-là? Donc, on la définit comme une perception et confiance qu'une personne va avoir envers ses propres capacités pour venir surpasser puis maîtriser les situations qui sont dites difficiles et stressantes. Donc, une personne qui a un faible sentiment d'auto-efficacité, on va observer qu'elle va davantage abandonner quand la tâche est plus difficile. Elle va être centrée sur la difficulté de la tâche plutôt que ce soit des petits motivateurs. Elle va demander peu d'aide quand c'est nécessaire, puis c'est souvent accompagné d'un bon sentiment d'incompétence. Donc, par exemple, pour ma part, si je dois rédiger mon mémoire, je deviens découragée assez rapidement. Ça ne m'empêche pas, par contre, de demander de l'aide à ma directrice de recherche, mais j'ai vraiment l'impression que je ne vais pas m'en sortir. Ça, c'est peut-être un peu plus un faible sentiment d'auto-efficacité. Pour un fort sentiment d'auto-efficacité, c'est une personne qui va croire en ses compétences pour accomplir une tâche. Les tâches plus difficiles, c'est des petits défis. Elle va demander de l'aide lorsqu'il y a besoin. Puis elle croit aussi avoir du contrôle sur des événements qui pourraient survenir pendant une tâche qui sont plus imprévisibles. Donc, par exemple, pour ma part, si je dois organiser une activité, là, oh my God, je sais que c'est une force, assez que je le mets dans mon CV, je peux vraiment tout organiser. L'année passée, c'était un voyage en Italie. Je planifiais c'est quand on allait dîner, c'est quand on allait aussi dormir. L'année, dans la vie de tous les jours, c'est moi qui s'occupe de l'organisation de l'appartement, même si ça fait bien des conflits avec mon chum. Mais bon, ça reste que c'est une force pour moi. Les résultats de ma recherche, fait que les analyses préliminaires me disent que les symptômes anxieux, ils ont des impacts sur le fonctionnement chez les personnes adolescentes. Par contre, quand on améliore le sentiment d'auto-efficacité, on voit que ça agit comme des petits boucliers contre les conséquences négatives des symptômes anxieux sur le fonctionnement. Donc, l'association entre les symptômes anxieux et le fonctionnement, elle est moins importante quand le sentiment d'auto-efficacité est élevé. Donc, dans d'autres mots, c'est pas si grave de vivre des symptômes anxieux parce que quand j'ai un fort sentiment d'auto-efficacité, forcément, il va y avoir moins d'impact sur le fonctionnement. Donc, ce soir, je vous propose 3 stratégies pour améliorer le sentiment d'auto-efficacité. Merci. Premièrement, les expériences de succès. Donc, plus qu'une personne vit du succès, des réussites, plus qu'elle va avoir l'impression qu'elle a les compétences pour réaliser un objectif, une tâche, voire un comportement. Et je parle ici de l'importance de décortiquer les tâches en de petits objectifs. Et souvent, la métaphore que je vais faire avec des jeunes en suivi, c'est la montagne. Donc,
le plus intéressant pour moi, en tout cas, c'est l'objectif final. C'est ça qui est plus beau, le sommet. Mais quand il y a 6 heures de randonnée à faire, ça peut être vraiment décourageant. En tout cas, pour moi, oui. Mais de décortiquer la montagne en de petits objectifs, bien, je peux voir que finalement, c'est peut-être un peu plus réaliste et atteignable. Ça va me communiquer que j'ai peut-être les compétences pour faire la randonnée finalement. Donc, par exemple, pour ma part, bien, en 2023, jamais j'aurais pu penser faire une présentation Bistro Burn ce soir. Fait que c'est en faisant plusieurs expériences de vulgarisation scientifique, comme un stage d'été, des congrès, que j'ai vu que j'étais quand même fière de moi, puis j'avais peut-être les compétences pour faire ce genre de présentation. Ensuite, le renforcement positif, tant de la part de l'entourage que de soi-même, bien, c'est important de prendre le temps de se féliciter, de s'encourager quand on a des réussites, mais aussi quand on déploie des efforts pour réaliser un objectif, par exemple. Et je parle ici de l'importance de la rétroaction sociale, parce que quand on a une personne autour de nous qui croit en nous, bien, ça me communique que forcément, j'ai peut-être les compétences finalement pour faire ce genre d'activité. Donc, par exemple, pour ma part, bien, je suis très sensible au renforcement positif de ma directrice de recherche. Donc, quand elle me félicite ou qu'elle m'encourage, j'ai vraiment l'impression que je finis mon mémoire demain matin. Donc, je recommande. Et finalement, bien, d'observer des personnes qui réussissent, donc surtout des personnes qui ont des caractéristiques similaires aux miennes, qui me permettent de m'identifier à, bien, ça va en fait, de les voir persévérer face à une tâche qui est plus difficile, puis de les voir réussir, ça va me communiquer que j'ai peut-être les compétences, moi aussi, finalement, pour faire ce genre de tâches. Et je parle de l'importance ici d'avoir des modèles qui nous ressemblent, parce que si je commence le ski, par exemple, bien, je me compare avec un athlète, bien, ça se peut que je me décourage, je me démotive, parce que je ne veux pas avoir les mêmes résultats que l'athlète. Donc, par exemple, pour ma part, bien, de voir mes amis, mon chum, ma mère atteindre les objectifs, de voir les filles en séminaire de recherche avancer leur projet de mémoire, bien, ça me communique que peut-être moi aussi, j'aurai les compétences finalement pour faire ce genre d'activité, puis au besoin, je pourrais même leur demander de l'aide. Donc, ce qu'il faut retenir de ma présentation, c'est que le sentiment d'auto-efficacité, bien, ça a vraiment le potentiel d'être une bonne stratégie d'intervention auprès des personnes adolescentes, parce qu'on a vu qu'il y avait un certain effet protecteur contre les symptômes anxieux, et c'est une stratégie encore plus pertinente pour nos jeunes en ce moment dans notre société qui est anxiogène et qui sont confrontés à plusieurs stresseurs au quotidien. Donc, merci beaucoup. Mon nom, c'est Frédéric. Si jamais vous avez des questions, ça me fait plaisir. Merci beaucoup, Frédéric, pour cette très belle présentation. Même principe que pour la présentation précédente. Si vous avez des questions, je vous invite à lever la main. J'en vois une tout de suite ici. Je t'en prie. Moi, j'avais une question pour des statistiques. En fait, j'ai comme deux questions en vue. C'est est-ce que les statistiques d'augmentation sont dues au fait qu'il y a eu plus de recherches là-dessus ou est-ce que c'est vraiment une augmentation qui s'est faite? Puis, est-ce que... Quand tu parles d'augmentation, de quelle variable tu parles? Frédéric, est-ce que tu peux juste répéter la question, s'il te plaît, au micro? Ben, ouais. Est-ce que tu peux juste compléter ta question? Tu as dit qu'il y avait une augmentation des statistiques, mais est-ce que c'est parce qu'il y a eu plus justement d'analyse sur ces statistiques-là ou est-ce qu'il y a eu une augmentation? Tu as dit qu'il y a une augmentation? Oui, par rapport à l'anxiété. OK, oui. Donc, la question, c'est un peu pourquoi il y a eu une augmentation de l'anxiété dans le temps. Beaucoup d'hypothèses pour expliquer ça. C'est sûr qu'on a vécu il n'y a pas si longtemps la COVID. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça a fait des changements, surtout pour nos adolescents qui ont vécu beaucoup de solitude, entre autres, qui ont été très isolés aussi socialement. Et de revenir à l'école après, bien, des fois, on peut avoir l'impression qu'on n'a pas autant de compétences que si on a été sur les bancs de l'école, parce qu'on avait comme les modalités à distance aussi. Donc, ça peut augmenter l'anxiété de performance, entre autres. Comme là, je viens de te donner 2 hypothèses possibles, mais il y en a vraiment beaucoup. On peut avoir aussi la surprotection parentale, par exemple, où est-ce que les parents vont beaucoup protéger nos jeunes de plus en plus, et bien, ça peut diminuer l'autonomie de nos jeunes, puis qui vont vivre encore plus d'anxiété à cause de ça. Mais il y a plein d'autres hypothèses, mais si jamais ça t'intéresse encore, on pourrait peut-être en parler par la suite. Oui, une autre main levée au milieu. OK. Est-ce que vous développez ou est-ce que vous voyez des méthodes pour encourager les étudiants ou les jeunes qui ont un bas niveau d'auto-efficacité?
Fait que de ce que je comprends de la question, c'est est-ce qu'on a comme des interventions en place qui pourraient favoriser le sentiment d'auto-efficacité? Ouais, ou l'encourager chez des gens que tu vois que, dans le fond, il y a une paralysie du travail ou autre, parce qu'ils ont peur de faire les étapes eux-mêmes. OK, je ne suis pas sûre de trop comprendre la question, mais honnêtement, je ne le sais pas. C'est sûr que les concepts de renforcement positif, c'est des choses qui sont plus mis en place dans des classes, mais est-ce qu'on a des interventions plus spécifiques en lien avec le sentiment d'auto-efficacité? Ça sera vérifié, mais je ne suis pas certaine. Ouais. On va prendre la dernière question au micro là-bas. Oui, en fait, l'anxiété, selon les données de santé publique, est à un niveau plus élevé chez les populations plus marginalisées en général. Donc, je me demande, est-ce qu'au niveau du sentiment d'auto-efficacité, vous avez étudié entre les différents statuts socio-économiques ou les personnes blanches versus les personnes racisées et tout ça? Ça va être ma question. Avec plus population marginalisée. Très bonne question, honnêtement, très intéressante aussi. Clairement qu'on doit avoir des différences. Honnêtement, je n'ai pas vérifié ça dans mes analyses statistiques personnelles, mais je trouve ça intéressant. Fait que possiblement qu'il peut y avoir des recherches qui pourraient se faire là-dessus. Là. Merci. Merci beaucoup. On va arrêter là pour la période de questions. Une main d'applaudissement, s'il vous plaît, pour Frédéric. Merci à toi.